Mesdames, Messieurs, bonjour. Beau, chaud, c'est du grand printemps. Ce beau temps, je vous le dis tout de suite, devrait d'ailleurs durer tout au long de la journée de dimanche. Attention toutefois, la météo prévoit quelques nuages, des risques d'orage très exactement sur le sud-ouest de la France et même demain après-midi sur le bassin parisien. Mais enfin, en attendant ces nuages, il fait toujours très beau aujourd'hui. Les arbres sont en fleurs jusqu'au pied de la tour Eiffel. Vous vous apprêtez peut-être à prendre le chemin de la campagne. Alors soyez d'abord prudents, bien entendu, et puis surtout soyez patients. Il y aura certainement des embouteillages demain soir aux portes des villes pour les retours de ce premier véritable week-end de printemps. C'est le printemps anglais que le président Pompidou va découvrir ce matin. Le premier britannique Edward Heath attendait à 11 h M. Pompidou sur l'aérodrome de Northolt, c'est-à-dire tout près des Chequers. M. Heath l'a d'ailleurs emmené aussitôt, M. Pompidou, dans sa résidence de week-end de Chequers pour 36 heures de tête-à-tête, d'entretien en tête-à-tête. Ces entretiens, il faut le rappeler, étaient initialement prévus pour la mi-février. Ils avaient été reportés à la suite de la grève des mineurs britanniques. M. Heath avait pris lui-même personnellement en main la négociation. Et puis ces entretiens vont se dérouler maintenant au lendemain d'un événement important, au lendemain de l'annonce d'un référendum sur l'Europe, sur l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Europe, annonce faite jeudi donc par M. Georges Pompidou. Mais Jean Lefebvre est au rendez-vous pour information première. Le ciel anglais s'est bien éclairci. Et c'est dans cette campagne déjà printanière de Chequers que le Premier ministre anglais va pouvoir recevoir en toute sérénité, en toute quiétude cette fois, le président de la République. La grève des mineurs qui avait conduit M. Heath à annuler cette rencontre il y a un mois est maintenant terminée. Elle a secoué beaucoup le pays, elle a secoué surtout son économie. Mais c'est peut-être une des raisons de plus pour M. Heath d'accentuer, d'accélérer, je dirais, sa politique européenne. Il considère que c'est le salut pour son industrie. De l'Europe, bien sûr, on va parler durant ce week-end, ce sera même le centre de ces conversations dans le calme et la discrétion de cette grande bâtisse qui a toujours été, vous le savez, la résidence de campagne des premiers ministres. On y parlera surtout monnaie européenne, et on ne pouvait rêver meilleur endroit pour en parler. Cette maison, en effet, a été longtemps, au XVIIe et au XVIIIe siècle, la maison du percepteur local, disons du gablou, d'où son nom, le Chequers Hall, dont il reste le premier nom, le Chequers. Et c'est pourquoi on doit dire le Chequers et non pas les Chequers, le S final étant un possessif et non pas un pluriel. Ceux qui ont fait de l'anglais me suivront sans doute. Ce point d'histoire éclairci. Encore une anecdote sur l'histoire de demain. Durant la nuit de samedi à dimanche, durant le sommeil de M. Pompidou, on viendra discrètement changer l'heure sur toutes les pendules de la maison. Les Anglais, en effet, qui sont à l'heure d'hiver actuellement, ont choisi ce week-end précisément pour revenir à notre heure. Dans ce cadre du Chequers, M. Pompidou et Heath vont certainement profiter de leur rencontre pour faire un rapide tour d'horizon de l'actualité internationale. Irlande, hier, on fêtait la Saint-Patrick, une fête assez calme, mais protestants et catholiques entendent encore manifester massivement et évidemment séparément tout au long de ce week-end. Italie, l'enquête sur la mort mystérieuse de l'éditeur Feltrinelli passionne un peu plus la campagne électorale, une campagne pourtant déjà très animée. Madame Gandhi en visite officielle pour 48 heures à Dhaka, la capitale du nouvel État du Bangladesh. C'est d'ailleurs toute la question des rapports entre ce nouvel État, l'Inde et aussi le Pakistan que le cheikh Mujibur Rahman et Madame Gandhi, Premier ministre de l'Inde, doivent régler. Régler au moment où Ali Bhutto, le président pakistanais, rentre, lui, de Moscou avec, semble-t-il, des promesses de M. Brejnev. À noter d'ailleurs que le premier ambassadeur en France du Bangladesh est arrivé hier à Paris, M. Abdul Fattah. Paris toujours, au lendemain de la journée d'explication, entre guillemets, organisée par les gauchistes, manifestation cet après-midi de la nation à la Bastille des jeunesses communistes. Manifestation à Paris, mais également dans 54 autres villes de province. 60 commissaires de police réunis dans la même salle, c'est assez peu courant, il faut bien l'admettre. Cette fois, c'est à Reims que sont réunis pour 2 jours les délégués des 1800 adhérents du syndicat national des commissaires et hauts fonctionnaires de la police. C'est un congrès assez important. Le ministre de l'Intérieur, M. Marcellin, a décidé d'y participer cet après-midi. Pierre Champtier. Le précédent congrès, qui s'était tenu à Tours, avait pour thème la place du c'est d'abord de prévenir. Ces craignaient que leur pouvoir et leur autorité ne soient grignotés par les officiers des CRS. En fin de compte, ils avaient obtenu l'assurance qu'ils restaient les véritables patrons du maintien de l'ordre.
Cette fois, les délégués ont étudié la place du commissaire de police dans la cité, ses rapports avec le pouvoir exécutif, avec le pouvoir judiciaire et surtout avec la population. On a parlé bien sûr de la violence dans la rue, des manifestations, des nécessités du maintien de l'ordre qui ont tendance, disent les commissaires, à cacher aux yeux du public tous les services que la police rend à la population. Il ne faut pas, ont dit les congressistes, que la matraque fasse oublier l'image bonhomme du commissaire pipe à la bouche ou l'image rassurante des hirondelles faisant leur ronde nocturne. Au fond, le commissaire de police, dans une société comme la nôtre, en évolution, qui se trouve confronté à des problèmes nouveaux, reste le traditionnel fonctionnaire républicain, je dois le dire, et qui, bien sûr, a priori, considère, comme tous les Français, comme toute la population d'ailleurs, que pour qu'une société évolue harmonieusement, elle doit évoluer dans l'ordre, étant donné que le désordre est le facteur de sa destruction. Eh bien, le commissaire a conscience et souhaite au maximum remplir sa mission et le rôle social très important qui est le sien, et qui est une mission qui le rapproche plus que tout autre de la population. Information générale, des sextuplés sont nés la nuit dernière à Santa Clara, en Californie. 2 enfants étaient morts-nés, 2 autres ont succombé aussitôt après leur naissance, mais les médecins de Santa Clara espèrent pouvoir faire vivre au moins 2 des 3 survivants. Évidemment, comme toujours dans ces cas-là, la maman avait suivi pendant 4 ans une cure de pilules de fertilité, d'où ces 7 nouveau-nés. 8 années de réclusion criminelle pour un notaire indélicat. Maître Chervaux était notaire à Châteaubriand, en Loire-Atlantique. On l'accuse d'avoir falsifié des chèques et des écritures. 8 ans de réclusion. Cela dit, je vous répète, l'une des meilleures nouvelles de la journée, le beau temps chaud va durer, au moins tout ce samedi, et très probablement dans toutes les régions demain dimanche. D'aucuns doivent déjà rêver aux prochaines vacances, d'autant que les vacances de Pâques, si je ne m'abuse, sont tout de même dans une semaine à peine. À propos de vacances, mais cette fois beaucoup plus lointaines, on attendait pour cette semaine la publication du plan d'aménagement de la région Aquitaine. Cette région Aquitaine qui doit devenir une future grande côte de vacances, une seconde côte d'Azur. La publication a été une nouvelle fois repoussée de quelques jours. Il est vrai, vous allez le voir, qu'il n'est pas facile de concilier l'intérêt des particuliers et l'intérêt général. Nous sommes dans le Médoc, une forêt de pins au bord de l'océan. L'endroit est sauvage, le maire décide d'y construire un camp naturiste, 7000 arbres sont abattus. Aussitôt, chez les protecteurs de la nature, c'est l'indignation. Nous avions demandé le classement de la forêt, le maire n'a pas attendu la réponse, il a voulu mettre les autorités administratives devant le fait accompli. Ce n'est qu'un conflit local, mais il est révélateur. Le plan d'aménagement de la côte aquitaine en est à sa phase critique. Depuis qu'on en connaît les grandes lignes, les fonctionnaires de la mission aquitaine sont en butte aux pressions des mécontents. Maires, promoteurs, associations, comités de défense, tous ceux qui s'estiment lésés ou mal lotis se sont ligués contre le plan qui risque ainsi d'être mis en pièces avant même d'avoir été approuvé par le gouvernement. Ce plan prévoit le partage du littoral en 9 unités d'aménagement et 7 secteurs d'équilibre naturel. Les zones d'aménagement, c'est le béton et la prospérité, les secteurs d'équilibre naturel, les tampons de verdure entre les stations. Dans ces zones vertes, les maires ne sont pas toujours satisfaits du partage, car chez eux, les permis de construire ont été bloqués. Cette mission ne fait absolument rien pour nous, mais ce qui est beaucoup plus grave, elle nous empêche de faire ce que nous pourrions réaliser, nous, par nos propres moyens. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, nous avons eu des possibilités de création de villages de vacances. Ça nous a été refusé, c'était des villages de vacances qui devaient investir chez nous une centaine de millions en 2 ans. Ça a été refusé, ils sont partis dans une zone d'aménagement. Vous comptez donc faire pression sur la mission? Ah, bien sûr. Bien sûr, je vais contacter tous les parlementaires, la préfecture, je vais même aller jusqu'à une lettre ouverte dans la presse pour qu'on considère notre cas. C'est une injustice à notre égard. Nous pensons que si on laisse les touristes aller partout, comme c'est le cas aujourd'hui, dans 30 ans, il n'y aura plus d'Aquitaine, il n'y aura plus de pays dans lequel on a avec la nature un contact privilégié. Alors nous avons pensé pour cela qu'il fallait améliorer les hébergements des touristes et surtout les rassembler dans des points précis qui seraient la part où l'hébergement touristique serait concentré. Mais il n'est pas dit que dans les secteurs d'équilibre naturel, rien ne sera fait. Rien ne sera fait qui viendra brutaliser le paysage ou qui viendra détruire l'image propre à l'Aquitaine. Mais les secteurs d'équilibre naturel ne sont pas du tout sacrifiés. Les villages qui sont là auront à développer une vocation d'accueil quotidien. Je ne vois que des avantages à ce qu'ils fassent toutes sortes
d'aménagement intime permettant de mieux rencontrer la forêt, de mieux rencontrer la nature. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est du béton en masse dans ces villages-là. La mission défend ce qu'elle pense être l'intérêt général. Pourra-t-elle résister à la pression des bâtisseurs? Elle y est fermement décidée, mais la pression est forte, les intérêts parfois puissants. Lorsqu'on sait que dans 10 ans, la côte atlantique accueillera presque autant de touristes qu'aujourd'hui la Côte d'Azur, on ne peut s'empêcher d'éprouver quelques craintes pour le littoral aquitain. Ceci n'est pas un manège spatial. De très beaux jouets doivent pourtant se dire ces deux enfants qui sont les deux fils de John Young, le futur commandant d'Apollo 16. Apollo 16 s'en ira voir la Lune d'un peu plus près à la fin du mois prochain, à la fin du mois d'avril. Derrière les enfants, vous avez pu apercevoir Orion, le module qui tournera, lui, autour de la Lune, qui se mettra en orbite autour de la Lune, et aussi Rover. Rover, c'est la future Jeep lunaire. Mais pour l'instant, François de Closet, ce sont des engins un peu plus lointains, mais encore plus fabuleux, qui passionnent les chercheurs américains de l'espace. L'astronautique américaine fait la navette entre le rêve et la réalité. Le rêve, c'est cette navette spatiale, l'avion-fusée de l'avenir, un véhicule à 2 étages récupérable qui apporterait aux transports spatiaux tous les avantages du transport aérien. Confort, économie, facilité d'utilisation, etc. Depuis 5 ans, depuis que le matériel Apollo est prêt, les ingénieurs américains étudient ce système. Ils sont arrivés à cette conception d'un avion porteur qui hisse jusque dans la haute atmosphère un avion orbiteur, puis revient se poser et préparer un autre voyage. L'orbiteur, lui, va effectuer sa mission, puis, à son tour, sera récupéré. Les véhicules peuvent accomplir une centaine de rotations. Mais cette navette de rêve coûte cher, très cher. 12 milliards de dollars, soit la moitié du programme Apollo, d'après les dernières estimations. Les industriels et les techniciens tiennent à ce rêve. La navette, estime-t-il, pourrait remplir de nombreuses fonctions. Non seulement elle alimenterait les stations orbitales et assurerait les relèves d'équipage, mais en outre, elle pourrait placer des satellites en orbite. Ceux-ci pourraient être réparés ou récupérés grâce à la navette et de ce fait, leur construction serait moins coûteuse. Les appareils actuels coûtent très cher car ils ne doivent jamais connaître de défaillance. En revanche, s'il est possible de les réparer, on pourra les construire de moindre qualité, donc à moindre coût. En définitive, la navette serait le véhicule à tout faire de l'espace. Bon pour faire des expériences scientifiques, de la navigation, de l'espionnage bien sûr, mais de la technologie dans l'espace et même des télécommunications, car la navette emporterait dans sa soute un remorqueur spatial qui monterait placer les satellites en orbite stationnaire à 36 000 km d'altitude. 12 milliards de dollars, 6 à 8 ans de travail pour révolutionner les techniques spatiales, n'est-ce pas une bonne affaire? Mais la réalité est différente. L'espace n'est plus un objectif prioritaire de l'Amérique. 12 milliards de dollars, c'est trop. Le président Nixon n'en a attribué que 5,5 et du coup, la navette a perdu un étage. Comment cela? Le deuxième étage, l'orbiteur, restera un engin récupérable de type L-Delta. C'est la base du système. Si on y renonce, il n'y a plus de navette du tout. Sa mise au point absorbera presque tous les crédits. On se contentera donc d'un premier étage plus classique. De nombreuses solutions ont été envisagées qui s'éloignent toujours de plus en plus du rêve et se rapprochent davantage de la fusée bien connue. On a renoncé même à faire une fusée récupérable comme dans ses premiers projets. On pourrait en définitive se contenter par exemple du premier étage de la Saturn V comme dans ce projet ou bien d'une Titan améliorée. Ce ne serait donc qu'une demi-navette de ce type qui serait construite en un premier temps. C'est un premier pas pour l'avenir. Sport, c'est le grand rush final pour les skieurs et les skieuses de la Coupe du Monde. Il faut bien constater d'ailleurs que le ski, en ce mois de mars, est un marathon épuisant pour les champions. Ainsi, pour les femmes, il y avait 2 slaloms géants à disputer ce matin sur les pistes de Pralou. À 9h30, c'est la jeune Française Danielle de Bernard qui a affirmé sa très grande classe et ses grandes possibilités en remportant le premier, se disputant, je vous l'ai dit, à Pralou, mais portant pourtant le nom
de cross de Bergen, du nom de la station nordique. Et puis en fin de matinée, c'est une autre Française, Britt Laforgue, qui a triomphé devant Anne-Marie Preul. C'est sous un soleil radieux que s'achève aujourd'hui la saison féminine de ski avec la dernière épreuve comptant pour la Coupe du Monde, le slalom géant féminin de Pralou. En piste actuellement, Britt Laforgue qui va terminer sa saison d'une brillante façon en remportant ici le géant de Pralou. Ce matin s'était couru un autre géant comptant pour la Coupe du Monde, celui de Bergen, qui n'ayant pu être couru à l'époque a été reporté à Pralou. Avant le géant de Bergen, Britt Laforgue occupait la 7e place au classement général de la Coupe du Monde. Elle devait terminer 4e dans le géant de Bergen, remporté par Daniel de Bernard, avant de remporter elle-même le géant de Pralou, ici sous vos yeux. Partie en 4e position, Britt Laforgue va réaliser le meilleur temps, une 23-16. Britt Laforgue fait donc un bond spectaculaire au classement général de la Coupe du Monde. Elle prend en effet la 3e place derrière Prol et Maki et devant Marita Caserer. Ici, c'est Florence Steurer qui part en 14e position, juste devant Anne-Marie Prol. 8e au classement général, avant la dernière épreuve, elle tente de gagner quelques places au classement général. Elle marche très fort, Florence Steurer, prenant beaucoup de risques. Dans cette dernière épreuve, elle semble même devoir l'emporter. Mais vous allez le voir dans quelques instants, à 2 portes de l'arrivée, Florence Steurer va accrocher un piquet avec un ski. Voilà, elle chute, heureusement sans gravité. Nous allons d'ailleurs revoir cette chute spectaculaire au ralenti. Au tour maintenant d'Anne-Marie Prol. Elle ne pouvait plus être rejointe à la première place de la Coupe du Monde. Françoise Maki, 2e, étant hors course depuis Sapporo. Et la 3e, Marie-Thérèse Nadig, comptant plus de 150 points de retard. Elle n'en réalisera pas moins un très bon parcours, Anne-Marie Prol, et prendra finalement la 2e place de ce géant de Pralou à 63 centièmes de seconde de Britt Laforgue. Anne-Marie Prol remporte donc la Coupe du Monde féminine 72 devant Françoise Maki, qui conserve néanmoins la 2e place. 3e, Britt Laforgue et 4e, Monica Caserer qui termine 3e à Pralou. C'est l'arrivée d'Anne-Marie Prol. Affaire réglée donc pour les filles. En revanche, Jean-Noël Augère, Duvillard et Toeni ont encore un géant demain à Pralou et un spécial dès cet après-midi pour savoir qui des 3 enlèvera le classement général de la Coupe du Monde et sera considéré comme le meilleur skieur de l'année, mis à part évidemment les médailles d'or de Sapporo. Augère, pour l'instant, je vous le rappelle, a 5 petits points d'avance, mais il est comme tous les autres très fatigué, semble-t-il, il n'a fini hier que 4e. Au programme du week-end sportif encore, Milan-San Remo, c'est la première grande classique en ligne de la saison cycliste. Ils étaient 179 champions ce matin au départ de Milan, départ qui a été donné sous le soleil. Poulidor n'est pas là, Poulidor qui se repose sans doute de sa victoire dans Paris-Nice. Eddy Merckx, en revanche, est là, et il a, semble-t-il, une grande revanche à prendre. Il pourrait bien y arriver malgré les Gimondi et autres. Rugby, cet après-midi à Cardiff, et surtout sur votre écran à partir de 15h55, c'est-à-dire 16h. Écosse-Angleterre, en direct de Cardiff, commenté par Christian Rive. Athlétisme, il y a aussi aujourd'hui en Angleterre le Cross des Nations qui se court à Cambridge. Depuis Fayol, les Français espèrent toujours avoir un nouveau vainqueur et Vadou n'est pas là cet après-midi à Cambridge. Ce soir en basket, véritable finale du championnat de France. Le champion sortant Villeurbanne, qui pour l'instant est second, reçoit le premier Antibes. S'il gagnait de plus de 13 points, les joueurs de Villeurbanne conserveraient du même coup leur titre de champion de France. Avec les basketteurs de Villeurbanne, nous voici dans ce remarquable palais des sports de Lyon. Ces 10 000 places seront toutes occupées dans quelques heures. Les organisateurs pensent même que la rencontre disputée dans un stade en plein air aurait pu attirer 25 000 spectateurs. Jamais un match du championnat de France de basket n'a en effet suscité pareil engouement. Antibes, c'est le champion 70, Villeurbanne, c'est le tenant du titre. Le résultat de ce soir doit nous fournir presque certainement le champion de France 1972.
Les données du problème sont claires, Villeurbanne doit battre Antibes d'au moins 13 points pour se porter en tête du classement, et dans leur salle, ils en sont capables. Sur la Côte d'Azur, le moral est au beau fixe. L'Olympique d'Antibes est en effet dans une situation un peu plus favorable que son rival villeurbanais. Même perdant, les Azuréens pourraient en effet accrocher la victoire et le titre, à condition que leur défaite ne soit pas supérieure à 11 points. C'est un atout appréciable dont les Rodriguez, Bonato et autres Bennett vont essayer de tirer profit, mais les Antibois espèrent mieux encore, si l'on en croit leur directeur technique. Il est très difficile de vous parler de tactique pour ce match. Quelques jours avant un match assez important, l'Olympique d'Antibes ne peut pas se permettre de parler de tactique, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que notre équipe va à Villeurbanne, non pas pour sauver le bonus, mais nous préparons ce match pour essayer de gagner à Villeurbanne. Est-ce que vous avez confiance pour ce match et est-ce que vous pensez le remporter? Bien écoutez, ça sera, je crois, évidemment un match très difficile. Le principal pour moi, c'est qu'on puisse jouer dans de bonnes conditions. Je pense que les arbitres, au jour d'aujourd'hui, les arbitres ne se déballonnent pas. On s'en est aperçu dans tous les matchs. L'arbitrage a fait un gros progrès en France. Je pense qu'on jouera dans des conditions normales. De ce fait, si l'Olympique d'Antibes joue sur sa valeur, je pense que samedi, nous pouvons remporter le titre à Villeurbanne. Football, retour au championnat de France après la Coupe de France. Bordeaux, dès hier soir, a battu Lille, 3-1. Ce soir, on suivra le match des seconds. Paris Saint-Germain, en effet, reçoit Nîmes. Rennes reçoit Saint-Étienne, Sochaux, Angoulême, Metz, Nantes. Mais le match au sommet, ce sera demain à Marseille. Marseille recevant Nice. Marseille qui sera peut-être en danger. Nice vient de se qualifier en Coupe de France. Et d'autre part, Marseille n'a pas son buteur en or, Skoblar. Rien à voir maintenant avec le sport, vous ne le saviez peut-être pas, mais aujourd'hui c'est la fête d'Adamo. En effet, aujourd'hui c'est la Saint-Salvator d'après le calendrier. Mais en fait, il faut le dire surtout aujourd'hui, la Saint-Cyril, Cyril qui a été évêque de Jérusalem il y a très longtemps, c'était en l'an 348. Bonne fête donc au Cyril et au Salvator. Et puisqu'il fait beau, je vous l'ai déjà dit, je pense que ça vaut la peine de le répéter, je vous propose, avant de refermer ce journal, une visite à l'une des plus vieilles manifestations, l'une des plus vieilles fêtes de France. Il s'agit de la foire à la ferraille, aujourd'hui exilée aux portes de Paris, exilée à Nogent, sur les bords de la Marne. Gérard Pabiot. À Nogent-sur-Marne, aux portes de Paris, se tient depuis vendredi matin, et ce jusqu'au dimanche 26 mars inclus, la foire à la ferraille et au jambon. C'est la 750e du genre. N'ayant pas connu la première formule de cette fête à la brocante, alors foire au lard et au hard, sur le parvis de Notre-Dame, en l'an de grâce 1222, nous dirons seulement que de foire en foire, depuis quelques années, un retour aux sources s'est très nettement dessiné. On en revient à la ferraille proprement dite et à la bimbeloterie, au détriment des salons Louis XVI et des tables de moines, qui ne quittent plus le village suisse que pour se rendre en ce moment même dans l'île de Chatou pour une autre foire où l'on préfère nettement l'odeur d'encaustique à celle de la frite et du petit vin blanc qui règne ici en maître absolu. Elle va me remplir le pinard. Alors les hommes quand ils vont rentrer. On va à la vôtre. Alors avec le pain. À Nogent, les entrées sont gratuites pour les visiteurs, ce qui explique sans doute leur nombre croissant d'année en année, 500 000 pour 71, chiffre que M. Marumeau, président des antiquaires et brocanteurs de France, compte bien voir augmenter cette fois encore. Cette année, sur 3 km de boulevard, nous vous proposons 350 antiquaires, 80 ferrailleurs, environ 40 marchands de jambon. Et pour la première fois, des ostréoculteurs vont vous faire déguster les huîtres du bassin d'Arcachon. Quel poids de ferraille transporté? Environ 1000 tonnes de ferraille, 40 à 60 tonnes de jambon. Cette année, la foire à la ferraille est placée sous le signe du kitsch, autrement dit naïf, vieillot, démodé, voire de goût médiocre. Son organisateur a d'ailleurs pris de gros risques en imaginant un jeu qui pourrait fort bien le ruiner. Tout visiteur découvrant d'un objet kitsch au hasard de ses recherches, d'un stand à l'autre, se le verra offrir par le commissariat général. Or, si le style pompier de la belle époque à nos jours, en passant par les années 25-30, a laissé des traces, c'est incontestablement aux étalages des brocanteurs. Sur des kilomètres, les vases en pâte de verre voisinent au pied d'un buffet Henri II avec les filles-fleurs qui forment cendrier, tandis que des douilles d'obus en cuivre martelé pour devenir vase proposent entre deux crucifix des bouquets faits de pierres multicolores et de bouchons de cruche. Un bon plaideur pourrait ici, sans bourse déliée, emporter toute la marchandise et faire place nette aux frais des responsables du concours. Mais ce ne serait pas très fair-play vis-à-vis des brocanteurs qui mettent tout leur cœur à vanter la marchandise.
Tenez, tenez, madame, venez. Aujourd'hui, c'est la prime. Aujourd'hui, on donne tout. Allons-y. Tiens, aujourd'hui, nous avons des douilles. Et regardez, c'est pas beau, ça. C'est un pot, un magnifique pot, voyez-vous. C'est en cuivre. Et ça, voici, des savates chinoises. Tenez, madame, j'ai une pamplemousse, une véritable pamplemousse, madame. Elle est belle, elle est magnifique. Alors, j'ai ça, madame, une tapette pour femme bavarde. Mais non, mais regardez, mais non, madame, elle est vraie, elle est impeccable. Merci beaucoup à votre bon cœur, madame. Le bon Dieu vous le rendra. Inch'Allah. Bon, alors. Inch'Allah, Andoullah. Inch'Allah. Ah non, ça ne pas. Une dernière minute, on dit que Claude Lipski, poursuivi pour escroquerie en France, vous savez, dans une affaire d'escroquerie immobilière, Claude Lipski pourrait être revenu en France. Pour l'instant, il n'y a aucune confirmation. On dit en effet à Jérusalem que Claude Lipski, dont le procès d'extradition devait avoir lieu le 2 avril, Claude Lipski aurait pris les devants et serait rentré en France, mais je vous l'ai précisé, pour l'instant, pas de confirmation ni à Paris ni à Jérusalem. Télésoir, évidemment à 19h45, mais je vous rappelle que vous avez un rendez-vous si vous aimez le rugby à partir de 15h55 en direct de Murrayfield, Écosse-Angleterre, direct de Murrayfield évidemment et non pas de Cardiff. Ce sont les Français qui la semaine prochaine iront jouer contre le Pays de Galles. Je vous remercie de votre attention. Bon après-midi.